Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc mon avis sur le bac ES 2019. Alors, certains ont dit qu'il était trop dur, on va voir un petit peu en détail. Est-ce qu'on peut vraiment qualifier ce sujet de trop difficile? Alors, première chose qu'on va faire, c'est rapidement un passage sur le sujet. Et après, on fera exercice par exercice pour voir à l'intérieur de chaque exercice quelles étaient les choses qu'on peut qualifier de difficiles. Et puis qu'est-ce qu'on peut qualifier de finalement point accessible à tous. La chose qu'il faut rappeler quand même, c'est que le sujet de l'an dernier, pour moi, était vraiment trop facile, trop classique. Il n'y avait aucune difficulté, presque. Donc vraiment, ça peut être trompeur, ça. Si vous êtes bien préparé, les sujets par exemple du Liban, les sujets de centres étrangers étaient beaucoup plus difficiles que ça. Et le sujet d'ailleurs d'il y a 2 ans, en métropole, n'était pas si simple que ça. Il y avait vraiment des exercices un petit peu étranges. Donc ici, on regarde, donc premier exercice. On a un exercice ici, donc un vrai ou faux avec justification. Alors pour moi, ça c'est pas les questions, c'est pas l'exercice le plus simple parce que là, il y avait deux trois trucs. Bon, ça commençait par des probas conditionnels. Bon, ça, je pense que vous avez dû réussir. Et après, voilà, il y avait ici, donc question 2, question 3 qui sont pas simples. La question 4, il faut vraiment bien connaître son cours, savoir ce que c'est que la convexité avec les variations de f'. Donc là, il y avait des risques de perdre des points. Mais bon, on peut dire qu'il y avait quand même. Cette question-là était très simple. L'affirmation 4, c'est du cours. La 5 aussi. Donc ça, on va dire qu'il y a plus de la moitié des points qui sont faciles. Ensuite, exercice 2. Alors là, c'est exercice sur les suites. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas fait spécialité maths. Exercice très classique. Là, on étudie des suites arithmético-géométriques. Une évolution ici de 4%, enfin une baisse. Un petit algorithme. Bon, vraiment, là, c'est l'algorithme que vous avez vu des dizaines de fois. Et ensuite, montrer qu'une suite est géométrique. Voilà, ça, c'est pas donné, mais c'est vraiment, on attend. Si vous êtes préparé, vous en avez fait, donc pas de surprise. Ici, un exercice sur les probas. Alors, partie A, c'est loi normale. Vous connaissez mu, vous connaissez sigma. Vraiment, il y a juste à utiliser la machine 2 fois. Et puis ici, en 3, on verra ça. Une règle de. Peut-être une règle des 2 sigma. Voilà. Ensuite, partie B, ça a l'air d'être de la loi binomiale. Partie C, donc là, peut-être un petit peu décevant cette partie C. C'est sur les intervalles de confiance. Vous êtes certainement entraîné à faire des intervalles de fluctuation asymptotique, donc ça c'est un petit peu décevant. C'est pas très valorisant, on va dire, comme exercice. Et peut-être que vous l'avez raté alors que vous allez voir que c'est très très simple. Ensuite, l'exercice 4 sur les fonctions là. Exercice, bon, il y a 3 parties, donc il faut aussi toujours pondérer le jugement. Est-ce que c'est trop dur ou pas? Une première partie graphique, moi que je trouve normal, vraiment c'est du court. Partie B, étude de dérivées. Avec comme d'habitude, alors ça c'est la mode, un petit extrait de calcul formel d'un logiciel, voilà, étude d'une convexité. Bon, c'est un petit peu long peut-être les expressions, mais pas de grande difficulté. Des primitives, ça vraiment, ça arrive souvent. Bon, les nombres qu'on trouve sont pas toujours très, c'est des grands nombres ici, donc on peut un petit peu se perdre. Et alors la partie C, moi je la trouve pas adaptée par contre au ES. Bon, il y a des conversions, des mètres carrés, des centimètres carrés, on va voir, c'était pas, voilà, pas la chose la plus simple. Plutôt un sujet arts et métiers ou enfin un design, voilà, parce que il y a des centimètres carrés partout. On est un petit peu perdu en fin de sujet, surtout quand on est au bac, peut-être un peu stressé. Ça, c'est pas l'exercice que je trouve le plus réussi. Alors l'exercice, donc, pour les spécialistes, exercice, bon, là où il y avait l'erreur de texte, la fameuse erreur de texte, bon, personnellement, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Bon, il y a une erreur, c'est vrai, c'est pas normal, on va quand même le dire. Il faudrait quand même que les concepteurs fassent un petit peu plus attention, parce que là, quand même, dans le programme de TES, donc de SP, il y a deux types de matrices, ça dépend de la situation. Effectivement, quand on a des nombres de chemins qui relient des sommets, hein, là on est sur des matrices d'adjacence. Ici, on est effectivement, vous avez un graphe probabiliste juste avant, donc on a des probabilités. C'est donc une matrice de transition qu'il fallait faire. Bon, moi personnellement, quand j'ai fait l'exercice, tellement dans la probabiliste que j'ai pas vraiment remarqué l'erreur, j'ai fait. Donc voilà, je pense que certains d'entre vous, vous avez peut-être pas vu l'heure, vous avez fait de toute façon le graphe adapté à la situation. Voilà. Bon, sorti de cette polémique, on peut quand même commenter les sujets. C'est pas l'exercice de spécialité le plus simple. D'habitude, moi quand j'ai des spécialités ES, c'est vraiment très classique. En tout cas dans le sujet métropole, alors ça peut être Dijkstra, ça peut être des graphes, voilà, avec des musées, quel est le chemin le plus court.
Ici, on est donc déjà dans le domaine que les élèves préfèrent un petit peu moins, parce que vous savez, il y a aussi ces exercices sur les transitions. Donc, alors d'habitude, hein, on donne les matrices. Moi, c'est ça qui me gêne un tout petit peu, j'ai trouvé. On ne vous donne pas la matrice M. Donc si vous n'avez pas réussi à la trouver, hein, ou si vous êtes trompé dans l'ordre des sommets, par exemple, parce qu'il y avait rapide, il y avait départemental, hein, le sujet commençait par rapide, donc certains ont peut-être inversé les matrices. Voilà, donc on pouvait comme ça un petit peu se tromper. Voilà, ça c'est la première chose. Ensuite, l'état de départ P1, il n'est pas donné non plus. Donc si vous n'avez pas réussi à trouver où est l'information qui donne P1, eh ben, vous êtes un petit peu embêté. Voilà. Alors après, une fois que vous aviez M et P1, bon, le reste, on vous demande de calculer M2, donc pour d'une matrice, pas de problème. Après, pas mal de suites, là on est vraiment tout de suite dans les suites. Exprimer Pn plus 1 en fonction de Pn, donc là il fallait comprendre comment on utilise une matrice de transition. Alors certains, peut-être justement, hein, se laissent souvent trop guider par les textes, hein, et n'essaient pas de rentrer dans le fond, c'est-à-dire comment ça fonctionne. Et donc si vous n'avez pas bien compris comment fonctionnaient ces exercices de transition, ben, comme il n'y a pas les indications habituelles, ça a dû vous perturber, je comprends. Mais vraiment, voilà, il n'y a pas de grosses difficultés de calcul. Mais il manquait peut-être l'information sur M pour ceux qui se sont trompés. Alors, je ne sais pas si beaucoup ont une mauvaise matrice, hein, je ne sais pas, mais voilà. Il fallait savoir qu'on multiplie à gauche par P, voilà tout ça. Ensuite, des algorithmes sans intérêt, mais bien évidemment, hein, c'est toujours les algorithmes, ça fait un petit peu peur, donc bon, il y avait vraiment là, on ne pouvait pas trop se tromper, mais voilà, encore fallait-il regarder les bonnes choses dans cet algorithme. Ensuite, on arrive vraiment là sur quelque chose, bon, moi là je trouve que c'est du grand classique, il y a 3 questions, donc c'est quand même pas négligeable, hein, ça fait beaucoup de points à récupérer. Sur des matrices, voilà, montrer qu'une matrice est géométrique, ça c'est du par cœur, hein. On en fait des tonnes pendant l'année, on va dire qu'on est quasiment sûr que ça tombe, mais bon, rien n'est sûr, hein, la preuve. Et après, voilà, que peut-on prévoir à long terme? Ça c'est du classique, on est sur les limites, donc voilà, un sujet pas le plus simple, hein, vraiment. Alors après, ceux qui ont fait Liban, ceux qui ont fait centre étranger, il y avait des sujets qui n'étaient pas simples, hein, donc il faut quand même se préparer pour le bac à des choses un petit peu plus difficiles que le sujet de l'an dernier qui était vraiment trop classique. Alors maintenant, on va étudier chaque exercice en détail pour voir à l'intérieur de chaque exercice quelles étaient les choses un petit peu difficiles et qu'est-ce qui était vraiment accessible. Alors l'exercice numéro 1, voilà, donc ces fameux vrais ou faux. Alors pour moi, les vrais ou faux, c'est toujours ce qu'il y a de plus dur, que ce soit en S, ES, voilà. Parce que c'est des mini-exercices à chaque fois et on ne sait pas toujours un petit peu la difficulté à l'avance. Ça peut être une question directe ou une question où il y a des choses à faire. Donc ici, première question, alors on a un graphe, un arbre pondéré, donc là vous avez toutes les données, probabilité de R bar, là on est formule des probabilités totales. Donc vous calculez, eh bien donc tout ce qui, alors c'est probabilité de, donc sachant S, donc il faut déjà connaître la probabilité de S, donc probabilité totale avec S, voilà, vous faites ce chemin plus celui-là, donc, hein, et ensuite il vous faudra appliquer la formule. Hein. Donc c'est P de R bar qu'on connaît divisé par cette probabilité que vous venez de calculer avec les probabilités totales. Donc ça c'est du court, pas de souci. Deuxième, la loi uniforme, bon, c'est beaucoup de travail dans l'année pour pas grand chose, ça je trouve. Hein, alors c'est une petite astuce, voilà, faut trouver que 12. Hein, 12 est le milieu de l'intervalle, donc vous faites une petite symétrie de 18 par rapport à 12 et ça doit donner 6. Voilà. 6, 12, 18. Bon, c'est pas beaucoup ça, c'est très rapide, hein, mais ça ne met pas en valeur en tout cas tout le travail qu'on fait dans l'année sur la loi uniforme. Ensuite, une équation que personnellement j'ai trouvé difficile celle-là. Ça c'est... Il faut sortir les puissances des logarithmes. Il y a un quotient ici, bon, pas très très intéressant comme question. J'ai oublié la question, il fallait montrer qu'il y avait une unique solution qui était donnée. Donc voilà, ça, question pour moi un petit peu difficile, pas très à droite. Vous pouvez perdre beaucoup de temps là-dessus. Ensuite, question 4, bon, on vous donne un tableau. Si vous connaissez la définition de ce que c'est que la convexité, hein, alors convexité, soit c'est le signe de la dérivée seconde, soit c'est la même chose, les variations de f'. Et là, vous avez les variations de f'. Oui. Donc ici, hein, pour la convexité, question 5, très simple. Ensuite, est-ce que f'... Alors, f admet une seule tangente parallèle à l'axe des abscisses. Alors, il faut relier ça à f' égale 0. Hein. Je vous rappelle que tangente horizontale, hein, c'est donc f' donc, de x est égal à 0. Alors, où est-ce que dans un... Là, où est-ce qu'on voit sur le schéma si f' peut s'annuler? Ben, vous voyez, on passe de 30 à moins 5. Donc, ici, ben, vous avez forcément un endroit où ça fait 0. C'est un corollaire du TVI. Hein.
Et de moins 5 à 20, ça passe aussi forcément par 0, parce que la fonction f', vous voyez, c'est donné, c'est l'information ici qu'il fallait utiliser, elle est continue. Donc on a tout pour faire un TB, donc ça, c'est du cours, hein, vraiment. Donc dans cet exercice, en bilan, on va dire une question 2, pas très à droite, mais pas difficile, mais bon, pas très intéressante pour moi. Et une question 3, difficile, j'ai trouvé vraiment difficile. Exercice 2 pour les non-spécialistes. Donc ici, on a une baisse de 4%, on replante 22 arbres, donc on trouve assez rapidement la relation de récurrence. Hein, on vous demande de l'utiliser une fois, donc ça c'est très simple. On va mettre en vert tout ce qui est simple. Simple, c'est du court. L'algorithme, il n'y a pas plus simple, pas plus classique. Hein, je dis pas simple, parce qu'après, chaque fois tout le monde me dit oui c'est trop simple. Ça, moi quand j'ai terminé l'ES, j'en fais. Hein, on en fait plein, il y en a dans chaque sujet. Voilà. Quelle est la valeur de n en sortie? Donc ça c'est faire tourner l'algorithme. Alors vous le faites avec la machine, hein, y a pas de... on peut même faire ça sans programme. Hein. En faisant les calculs les uns après les autres, ça peut tourner assez simplement et assez rapidement. Ensuite, bon, bah, les questions, hein. Vraiment, des fois, moi j'en ai marre de ces questions, c'est toujours les mêmes, mais bon. Hein, on a une suite, voilà. On prend une deuxième suite Vn, on montre qu'elle est géométrique. Grâce à ça, on trouve la formule. Et après, on revient à UN. Là, si vous avez travaillé un peu, c'est donné. Ensuite, estimer le nombre de pommiers, résoudre une équation. Donc ça utilise le cours sur le logarithme. Ça, c'est l'exercice de non-spécialité, on va dire, idéal. Vous êtes forcément préparé à ce genre de choses. Alors cet exercice, donc 3 sur les probabilités. Alors ça peut être décevant pour certains parce qu'il n'y a pas d'intervalle de fluctuation, donc ça on va y revenir. Alors la partie A, donc il y a beaucoup, bon, c'est du texte. Hein. Il faut bien lire le texte, voilà. Donc on a pénurie si on est inférieur à 8, cru si on est supérieur à 26. Voilà. Et on vous demande les calculs. Alors vous avez mu et sigma, donc la machine va tout faire pour vous. Hein. Donc la première question, probabilité qui est pénurie. Donc pénurie si c'est inférieur à 0,8, je traduis, ça veut dire que vous cherchez P de x inférieur à 8. Voilà, vous allez dans la machine, vous programmez ça, c'est fait. Hein, très rapidement, ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ensuite, question 2, pas de vigilance. Donc vigilance, c'est quand la crue est... Donc vigilance, c'est si on est entre les deux valeurs. Donc si on est entre 8 et 26. Donc vous calculez hein, P de x entre 8 et 26. Et ça, la calculatrice, hein, mode loi normale, NCD, pour les Casio, pour les Texas distribution, et vous rentrez toutes les données. On a la borne basse 8, la borne haute 26, on a mu, on a sigma, ça c'est facile. Numéro 3, justifier. Alors ça, sans utiliser la calculatrice, il faut le voir venir. C'est la règle. Alors c'est une des règles, 1, 2, 3, sigma, ça c'est... Ici, il faut essayer de trouver laquelle c'est. Hein. Donc, qu'est-ce que c'était que cette règle? Alors ici, donc on regarde la moyenne, c'est 15,5. Et vous, on parle de 3,5. Alors, 3,5 par rapport à la moyenne, qu'est-ce que c'est? Donc c'est simple, vous faites 15,5. Alors vous faites donc c'est 15,5 moins combien ça? Moins 12. Il faut relier 12 à sigma. Ah ben c'est bien, 12 c'est 2 sigma. Donc 3,5 c'est 15,5 moins 2 sigma. Et après on regarde 27,5, 15,5, vous rajoutez plus 12, donc ça fait plus 2 sigma. Donc on est sur la règle des 2 sigma. Et il faut savoir, dans le cours, c'est écrit, vous l'avez vu normalement, la probabilité que x soit entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, mais cette probabilité, elle est toujours la même, elle vaut 0,954, je crois. D'accord, donc ça, c'est question de cours. Petit b, là, on est dans, tout de suite, on voit que c'est la loi binomiale. D'accord, donc ça, c'est pas celle que préfèrent les élèves, j'avoue. Mais ici, qu'est-ce qu'on a? On a 10 relevés. Alors, ici, on a un quart des relevés par l'équipe de Sébastien. Donc, il fallait bien lire le texte. On a tout. On a les deux paramètres de cette loi binomiale. On a des mots qui vraiment vous disent hein, que c'est de la loi binomiale. Le nombre est suffisamment grand pour que ce choix puisse être assimilé à 10 tirages avec remise. Ça, c'est vraiment écrit en gros, ça clignote. C'est de la loi binomiale. Donc, on a des paramètres. On répète 10 fois. Donc, ça, c'est le premier paramètre. Pour P, il y a marqué un quart. Donc, c'est 0,25. Donc là, on est dans la loi binomiale B10, 0,25. Voilà. Et donc après, vous avez une machine, un menu qui fait tout. Voilà, vous n'avez rien à dire. Ici, hein, tout est fait. Donc pour le premier, donc ça, c'est les phrases, préciser les paramètres, voilà ce que je viens de dire. Question 2, il faut donc calculer P de x égale 4, c'est la machine. Vous pouvez utiliser même les formules si vous voulez. Hein. Dans le corrigé que je ferai, je vous montrerai les deux méthodes. Et pour le reste,
au moins 2. Donc il faut que x soit supérieur ou égal à 2. Et là, il faut savoir que la calculatrice ne fait pas du supérieur ou égal à 2, elle fait du inférieur. Donc il fallait passer au contraire. Et en loi binomiale, c'était 1 moins p de x plus petit ou égal à 1. D'accord? Donc il fallait bien passer à ça, sinon vous allez être très très embêté. Voilà, ça c'était la seule petite difficulté, mais difficulté attendue. Hein. Et la partie C, que moi je ne me pose aucun intérêt pour moi ce genre de questions. Hein. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans cette partie C? Mais il faut savoir qu'un intervalle de confiance, hein, il vous faut donc trouver une fréquence qu'on vous donne quelque part. Alors là, on n'a pas de fréquence, hein, mais que la formule, une fois qu'on a la fréquence, f moins 1 sur racine carrée de n, f plus 1 sur racine carrée de n. Voilà. Ça tombe d'ailleurs assez souvent. Hein. Et là, l'amplitude de cet intervalle, c'est-à-dire l'écart entre la plus grande et la plus petite des valeurs, vous voyez, c'est 2 sur racine carrée de n. Voilà. Et vous, on vous dit quoi? Un intervalle d'amplitude inférieure à 0,1. Donc ça voulait dire que 2 sur racine carrée de n était plus petit que 0,1. Ouais. Et on résolvait cette inéquation. On faisait un petit produit en croix, ça faisait 2, comme racine est positive, 2. Voilà. Donc on met la racine en haut et on met le 0,1 de l'autre côté. Conclusion. Donc je vais partir en haut. 2 sur 0,1, ça fait 200. Donc ça veut dire que ça fait 20, pardon, j'ai dit des bêtises. 20 doit être inférieur ou égal à racine carrée de n. On met ça au carré. 400. Voilà, donc n est plus grand que 400. Il n'y a pas de grande difficulté. Question qu'on a déjà vue dans plein de sujets. Hein. D'accord, c'est pas nouveau. Mais pour moi, c'est pas intéressant du tout. Voilà. Je crois que les élèves préfèrent nettement utiliser des belles formules qu'ils ont apprises sur les intervalles de fluctuation. Mais encore une fois, on ne peut pas tout mettre dans un sujet. Et si on mettait tout, ça serait trop attendu. Donc c'est un peu le principe d'un sujet. C'est qu'on a un peu de tout et c'est un peu la surprise, quoi. Donc là, bilan de cet exercice, vraiment, moi, c'est pas difficile. Hein. On ne peut pas dire que c'est un sujet difficile, c'est pas vrai. Voilà. Exercice 4. Alors cet exercice 4, donc on a un exercice sur les fonctions qui est peut-être un petit peu loin. Alors voilà, là, c'est vrai que je n'ai pas parlé de ça parce que pour l'instant on est dans l'étude donc, de chaque exercice. Effectivement, globalement, le sujet n'est pas très court. Cet exercice-là, hein, il est vraiment long. Si on essaie de tout faire et de bien comprendre parce qu'il y a un peu de tout. Donc effectivement, ce qu'on peut peut-être reprocher au sujet, hein, c'est peut-être qu'il est très long. Alors, partie A, donc on a la partie graphique. Est-ce que c'était difficile ou pas? Donc il y avait une annexe ici. Bon, de toute façon, c'est forcément celle-là qu'il fallait lire. Hein. Vous avez f de 0, donc ça, on lit ça à cet endroit-là. Vous voyez, à peu près 110. Hein. f de 60, on est par ici. Donc ici, on va lire cet endroit-là. Donc on est à peu près à 70. Voilà. F seconde de 7, ça c'est peut-être quelque chose qui vous a gêné. F seconde, c'est donc une dérivée seconde. C'est relié à la convexité. Hein, donc forcément, la seule chose qui peut arriver, c'est que vous êtes sur un point d'inflexion en 7. Effectivement, est-ce qu'on vous dit ça? Oui, vous avez ici un point d'inflexion. Voilà. Et donc, si on a un point d'inflexion, on sait que la dérivée seconde s'annule. C'est le principe, hein, parce qu'il y a un changement de convexité au niveau des points d'inflexion. Et donc, il fallait bien traduire cette donnée. Alors, c'est pas ici graphiquement qu'on le trouve. Hein. C'est parce qu'on vous dit les réponses obtenues graphiquement, cette chose-là, vous l'obtenez parce que eh bien, le point est d'abscisse 7. Donc c'est pas vraiment une lecture graphique, c'est utilisation du texte. Ça a peut-être perturbé certains. Ensuite, on considère une surface. Alors là, il fallait aimer colorier parce que la surface, elle est grande. Hein, donc il fallait colorier tout ça. Là, voilà. Je vais le faire rapidement. Voilà. Il fallait donc hachurer toute cette zone, voilà, puisqu'on est dans une zone qui n'a pas grand intérêt à hachurer. Mais par contre, après, on vous demande une estimation. Donc là, pour estimer ça, il fallait donc savoir que, comprendre qu'il fallait compter le nombre de carreaux. Donc ça, en général, on en fait souvent quand même dans l'année. Et il fallait par contre bien trouver l'air, combien valait chaque carreau. Hein. Donc en comptant, de mémoire, j'ai compté à peu près 24 carreaux. Voilà. Et combien mesure un carreau? Un carreau, vous voyez, c'est 10 par 20. Donc 10 par 20, ça veut dire qu'un carreau, 10 fois 20, ça fait 200. Donc un carreau, c'est 200 unités d'air. D'accord? Donc ici, ça faisait 24 fois 200, qui donnait 4800. Donc c'est quand même des grandes aires. Voilà. Et donc, comme on vous propose 3800, vous dites, ben non, parce que moi j'ai trouvé à peu près 4008. Voilà. On arrive à la partie B. Partie B, classique. Vraiment là, c'est classique sujet de ES. Hein, vraiment même pas de suspense.
vous avez une fonction. Alors ici, on vous donne la dérivée. Enfin, vous la fait justifier, donc finalement, elle n'est pas si simple que ça, parce qu'il y a un petit peu des coefficients qui traînent, voilà. Mais on vous la donne, donc avec un petit peu de temps, et c'est peut-être ça qui vous a manqué, hein, on arrivait donc à la trouver. Après, on va étudier le signe, ça, bon, pas de difficulté, tableau de variation aussi. Ensuite, on arrive à l'étude de la convexité. On ne vous fait pas dériver deux fois, on vous refait dériver, donc f', on vous donne. Et donc ici, hein, ça, c'est donc f seconde. Voilà, il fallait bien comprendre que c'était f seconde. Et grâce au signe de cette chose-là, hein, et donc on avait la convexité. Vous voyez que la convexité ici, hein, elle va dépendre du signe de x-7. Puisque tout est positif, hein, sauf donc x-7, ça veut dire que, eh bien, quand x est plus petit que 7, ça c'est négatif, donc la fonction, vous voyez, elle est concave avant le point A, et elle sera convexe après le point A. Voilà, on retrouvait bien ce qu'il y avait sur le graphique. Et on a donc vérifié, vous voyez, ce sujet, c'est la partie B, on vérifie hein, tout ce qu'on a fait donc dans la partie A. Alors, après, la question de primitive, on vous demande de montrer que la fonction g, ici, est une primitive. Donc g, bah, évidemment, vous voyez, on va la dériver. Alors ça, c'est un petit reproche que je fais au sujet. On a déjà tout à l'heure dérivé une fonction avec de l'exponentielle pour trouver f'. On le refait ici pour trouver g. Donc ça, c'est pas très intéressant. Si vous saviez faire là-haut, vous savez déjà faire. Et ceux qui ont déjà eu du mal là-haut ont encore du mal. Donc ça, c'est pas très intéressant de retester deux fois une compétence. Ils auraient pu trouver une autre solution pour faire ça. Ensuite, en déduire la primitive. Alors il fallait, c'était sur des pages séparées, donc ça parfois ça peut perturber certains. Hein. Donc il fallait aller revenir finalement à l'expression de f qui était donc ici dans le texte. Voilà, et vous aviez ici une petite partie. Donc on vous donnait la primitive, enfin une primitive de cette partie-là, il vous restait évidemment à faire une primitive de 70. Parce qu'après on vous demande de calculer l'intégrale. Voilà. Donc ça fait une intégrale qui n'est pas si simple que ça, parce que bon, vous avez tout, mais en termes de nombres, il y a quand même un 60, ça fait des gros calculs. Donc on est sur des gros nombres. Voilà. Hein. Mais après, il n'y a pas de surprise. Voilà. C'est des sujets attendus. Ça. Là, on est vraiment sur un truc un petit peu particulier. Alors ce que j'ai pas aimé là-dedans, hein, c'est que ça fait un bilan de tout. Donc ça, des fois, ça peut être intéressant. Mais il y a beaucoup de choses. Et donc déjà, certains étaient peut-être un petit peu perdus. Mais là, on arrive sur des unités. On a des mètres carrés, on a des centimètres carrés. Je pense que c'est pas le genre de choses qui peut hein, forcément vous aider parce que ça on n'en fait pas tout le temps, notamment en ES. Donc il fallait bien convertir. Alors comment on convertissait? Je vous rappelle que donc on va tout mettre en centimètres carrés, c'est beaucoup plus simple. 1 mètre carré, c'est donc un carré de 1 mètre par 1 mètre. Donc si on se met en centimètres, c'est donc 100 centimètres par 100 centimètres. Et donc si on fait 100 fois 100, 1 mètre carré, ça fait donc un 1 avec 4 zéros. Donc 1 mètre carré, c'est 10 000 centimètres carrés. Donc ça, il fallait le savoir, parce que sinon vous étiez déjà perdu. Après, comment on faisait? Alors, vous aviez un dessin d'un siège. Alors, il fallait comprendre que donc chacune, hein, ici, bougez pas, je vais faire ça en rouge. Voilà, ici, chacune des faces, ici, hein, vous voyez, ça représentait, c'était la courbe en fait qu'on avait fait. Bon, elle a été déformée parce que le repère en bas, vous voyez, a été agrandi. Mais chaque face donc de notre accoudoir, eh bien, c'est représenté par la zone bleue qu'on a estimée. Hein. Alors, combien il y a de faces? Eh bien, vous avez chaque accoudoir à deux côtés, donc vous aviez 4. Donc, il fallait compter 4 fois l'aire de cette zone-là. Et tout à l'heure, on a trouvé à peu près 4800. Alors, c'était le résultat que vous aviez trouvé dans l'intégrale de la partie B. Donc, il fallait l'avoir. Ça faisait à peu près 4 fois 4800, hein, à peu près. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Donc 1, 2, 3, 4. Ensuite, il fallait rajouter le dossier. Bon là, on vous disait que ça faisait 5400. Et, chose, alors là ça complique parce que dans le stress, je pense que il lui reste un quart d'un petit pot, donc il fallait diviser ce 10 mètres carrés par 4. Donc vous n'aviez pas 10 000 cm carrés de peinture, mais vous aviez 25 000. Voilà. Et donc il fallait comparer eh bien, ce nombre-là à 25 000.
Voilà, et pour être plus précis, hein, je crois qu'on trouve 4760, donc on fait x4 plus 5400 et on trouve 24 440 qui est légèrement inférieur à 25 000, donc on pouvait peindre le siège. Donc voilà un exercice. Alors maintenant, la spécialité. On en a déjà parlé, donc sur les erreurs on oublie. Donc ici, qu'est-ce qu'il fallait voir? Donc ici, on va quand même faire le graphe pour vous montrer. Alors on avait rapide départemental. Alors évidemment, dans l'ordre du texte, on avait envie de faire d'abord rapide. Donc on met rapide, ZTR. Ensuite, on met départemental. Il faudra faire attention parce que dans l'ordre alphabétique, c'est inversé. Donc ça peut être problématique pour certains. La probabilité qu'elle emprunte, donc le même itinéraire, c'est ça aussi. Donc vous aviez une boucle ici 0,6. Donc forcément, il vous restait 40%, donc 0,4 qui partait en D. Et après, départemental rapide, on vous donnait celle-là, donc c'était 0,2. Vous aviez comme ça tout de suite le graphe. Voilà. Et la matrice, alors après, c'est ça hein, l'idée. Alors on vous dit donc traduire ces informations. Voilà, on a des graphes sommet. Alors vous voyez ici, une petite info, sommet D et R. Donc moi j'avais fait tout de suite R et D avec le texte. On vous invitait quand même à faire D à gauche. Ce qui change rien, d'accord, mais ça peut pour la matrice vous poser des petits problèmes. Alors la matrice de transition, eh bien qu'est-ce qu'il faut? Comment on l'a fait? C'est un petit peu le même principe d'ailleurs que pour les matrices d'adjacence. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On a une matrice qui serait une matrice de 2. Donc ici, on met le chemin qui va, on met la probabilité qui va du chemin. Donc attention, ordre alphabétique, c'était D et R. D et R. Donc ici, on met la probabilité qui va du chemin D au chemin D. Donc on met le 0,6. Ici, la probabilité qui va de R à D. Donc R à D 0,4. Ici, de D, donc on va de l'horizontale puis verticale. Donc D à R. DR 0,2. Et ensuite, de R à R c'est 0,6. Ici, bougez pas, j'ai dit une bêtise. D à R, c'est 0,2. D à D, c'est 0,8. Si je commence comme ça, on va pas s'en sortir. Alors, le principe de ces matrices, pour s'en rappeler, c'est que la somme des lignes doit faire 1. Donc, effectivement, ici, 0,8 plus 0,2. 0,8 plus 0,2, ça fait 1. Donc, on est bien. Et 0,4 plus 0,6, ça fait bien 1. Donc, c'est bien une matrice de transition. Dans le sens ici, dans le sens ES. Hein, c'est comme ça que vous les avez vus cette année. Parce qu'on les remplit un petit peu de la même façon qu'on remplit les matrices d'adjacence. Donc c'est peut-être de là que vient un petit peu l'erreur de texte. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là un petit peu, je trouve que ça me manque un petit peu. Donc évidemment, il fallait avoir la bonne matrice. Donc on va la noter. Mais sans cette matrice, l'exercice s'arrête. Donc il faut bien aussi avoir respecté les consignes avec D au bon endroit et R au bon endroit. On a une matrice d'état. Donc ici on vous dit Pn, c'est donc Dn d'abord, toujours D d'abord, et Rn. Comment on utilise ça? Eh bien pour avoir, par exemple P2, vous prenez P1 et vous le multipliez par la droite par la matrice M. Voilà comment on l'utilise. C'est comme ça. Et donc pour avoir Pn plus 1, il faut prendre Pn et le multiplier à droite par N. C'est des multiplications à droite. De toute façon, vous ne pouvez pas multiplier à gauche. Pourquoi? Parce que vous avez une matrice de 2. Si vous mettez à gauche une matrice horizontale, donc ici et là, qu'est-ce qu'on obtient? Est-ce qu'on peut faire le produit? Eh bien non. Parce que quand vous avez pivoté ce nombre-là, par exemple ici je vais mettre C et D, quand vous avez pivoté, vous n'aurez qu'un nombre à mettre. Donc vous ne pouvez pas faire ce produit. Il est interdit. Donc avec une matrice de 2, d'accord? Donc ça c'est une matrice de 2. On peut ici multiplier, parce que notre matrice horizontale c'est une matrice 1, 2, on ne peut multiplier que par la gauche. Vous voyez, c'est normal. La matrice horizontale va être à gauche, parce que comme ça, vous allez pouvoir faire ce produit ici, c'est-à-dire faire pivoter les colonnes au-dessus de la première matrice. Donc voilà, vous n'aviez pas tant de choix que ça, mais il faut quand même être habitué. Et donc ceux qui se laissent trop guider par les textes sans essayer de réfléchir, sans essayer de faire le cours, vous avez dû être perturbé, c'est certain. Et dernière petite difficulté, où était comment trouver P1? Le départ. Eh bien, il fallait lire cette phrase. Alors, j'ai une petite phrase dans le texte, hein, mais de toute façon, forcément, P1 est quelque part. Hein. Il y a une information qui vous dit ce qui se passe le premier jour, donc c'est normal. Il faut chercher, il faut lire. Hein. Alors, effectivement, si vous avez un petit peu paniqué sur ce genre de choses, ça peut expliquer aussi qu'après, l'exercice il est difficile à faire parce que vous n'avez pas P1. Donc, si vous n'avez pas P1, vous ne pourrez pas trouver le troisième jour, par exemple. Donc, P1, qu'est-ce qu'on nous dit? Le premier jour, elle emprunte la voie rapide. Donc, ça veut dire que le premier jour, la probabilité de rapide, c'est 1. Elle est sur la voie rapide. Donc, voilà P1.
Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc ça, c'est pour la question. Donc ici, données P1. Ensuite, calculer M2, produit matriciel. Donc si vous avez, même si vous avez fait ça avec une matrice fausse, hein, on vous comptera les points. L'important, c'est de faire le produit. Ensuite, en déduire que la probabilité qu'elle emprunte la départementale le troisième jour, mais il fallait, donc une fois que vous aviez M2, eh bien vous calculez avec ça. Vous calculez donc P3. P3, hein, c'est donc P1 fois M2. Et donc, en faisant ce calcul, vous trouviez une matrice d'état qui vous donnait, hein, donc la probabilité qu'elle emprunte les départementales le troisième jour. Donc, voilà comment on faisait. Hein, ici, en faisant ce produit, vous pouvez même le faire à la machine, mais vous trouvez ici une matrice horizontale et le résultat qui nous intéressait, il était ici, c'était ce nombre-là. Ensuite, la question 3, ben c'est du coup, enfin c'est du coup, voilà, Pn en fonction, Pn plus en fonction de Pn, je vous l'ai dit, hein, c'est ça, hein, c'est comment fonctionne une matrice, comment fonctionnent ces matrices ici de transition. Ensuite, avec ça, ben, vous faites le produit, vous trouviez alors, dn et Rn plus 1 en fonction de Rn. Ça, c'est ce qu'on trouvait quand on faisait le produit. Alors, si vous voulez, je vais le faire rapide. On faisait donc ce produit. Je fais d'abord donc 0,8, 0,4, je le mets au-dessus. Ce qui me donne une première partie, donc 0,8 dn plus 0,4 Rn. D'accord? Ça veut dire que déjà, vous avez Rn plus 1. Rn plus 1, c'est donc 0,8 dn plus 0,4 Rn. Et après, vous faites la même chose avec la deuxième colonne. Vous la faites pivoter. Et on obtenait 0,2 dn plus 0,6 Rn. Voilà. Et donc dn plus 1, pardon, ça c'est pas Rn, c'est dn. Hein, et donc ici, ça c'est Rn plus 1. C'est donc 0,2 dn plus 0,6 Rn. Donc voilà, hein, Rn plus dn plus 1 en fonction de dn et Rn. Arrivé à l'algorithme. Alors ici, il y en avait 3 et on voulait, hein, ici calculer quel est l'algorithme qui permet de calculer D3. Alors pour calculer D3, on a déjà fait ça dans la question donc 2B. Hein, il faut utiliser 2 fois matrice. Donc il faut faire 2 boucles seulement. Le souci, et c'est là qu'il fallait bien remarquer, ici de 1 à 3, on a 3 boucles. Donc ça ne va pas. 3 boucles, ça ne va pas. Et il n'y en a qu'une seule qui a 2 boucles. C'est forcément l'algorithme 3 à cause du nombre de boucles. Alors le petit truc qui a dû vous perturber peut-être, c'est les expressions. Alors ici, hein, la première, elle est commune aux 3. Hein, et on retrouve quoi? Ben, vous retrouvez ce qu'on vient de calculer ici. dn plus 1, c'est 0,8 fois le terme d'avant, donc 0,8d, plus 0,4 fois Rn d'avant, 0,4 fois R. Donc ça, classique. Et après, étrange, il y a 2 choses différentes. Alors il y en a avec 0,2d plus 0,6R, on reconnaît ça, alors ça peut-être certains vous induire en erreur. Et les autres, on a 1 moins d. Alors pourquoi on a 1 moins d? Eh bien parce que, et on a dû vous le répéter toute l'année, hein, on a conservation dans ces matrices de transition. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites dn plus Rn, ça doit toujours faire 100%. Donc ça doit faire 1 cette somme, tout le temps. Et donc, ça veut dire que si vous voulez, Rn, c'est tout simplement 1 moins dn. Et donc voilà pourquoi, ben dans les 2 autres algorithmes, on fait R égale 1 moins d. Ça va plus vite. Et donc, c'était pas ça le piège en fait. Enfin, c'était le piège ça, pardon. Et donc, l'indice qui vous permettait de répondre, c'était le nombre de boucles, tout simplement. Question 4, on vous disait Rn plus 1 égale 0,4 Rn plus 0,2. Comment on trouve ça? On a trouvé Rn égale 0,2 Dn plus 0,6 Rn. Et bien justement, l'indice de l'algorithme 1-d devait vous y faire penser. Et à chaque fois, c'est pareil. En fait, on connaît Dn. Dn, et c'est là. Alors dans l'algorithme, il y a 1-d, nous on va utiliser l'autre. Si Rn égale 1-dn, ça veut dire aussi que Dn est égal à 1-Rn. Et donc ici, on remplace Dn par 1-Rn. Et on développe. Alors si vous n'avez pas réussi, ça va un peu vous écœurer parce que vous voyez, une fois qu'on développe, on a exactement et tout de suite 0,4 Rn plus 0,2. Et c'était déjà fini pour cette question 4. Et la question 5, alors là on va pas de tout faire parce que bon, Vn est une suite géométrique. Bon, quand on a ça, on sait faire. Hein. D'accord, je pourrais vous dire, c'était une suite. Donc on trouve Vn une suite géométrique de raison. Donc Q égale 0,4 et le premier terme, V0, c'était 2 tiers. Voilà. Ça, c'est des choses, vous êtes trop habitués, il faut savoir faire, voilà. Ça vous donnait la formule de Vn. C'était donc U. Alors comme on connaissait, c'est pas U par CV, mais on commençait à n égale 1. Donc attention, Vn, c'est donc V1 fois Q puissance n moins 1. Alors si vous avez oublié ça,
regardez, hein, ici, vous avez des puissances n-1, donc si vous avez oublié, ça va vous y faire penser, ça. Hein. Donc ça faisait 2 tiers fois 0,4 puissance n-1. C'est exactement le terme qu'on avait à cet endroit-là. Voilà. Et après, on remettait ça dans... Donc on sait que Rn c'est 1, c'est, pardon, d'après ça, Rn en haut, c'est donc Vn plus 1 tiers. Et donc ça faisait exactement donc 1 tiers plus 2 tiers fois 0,4 puissance n-1. Et après, on transforme encore une fois. Alors ça, c'est peut-être la transformation qui a dû gêner certains. On l'a fait faire parce qu'après, il y a une calcul de limite et que, comme ici, n-1, ça peut perturber. Alors comment on transforme? Il faut savoir que 0,4 n-1, c'est 0,4 puissance n fois 0,4 puissance moins 1. Et donc, ça fait 0,4 puissance n sur 0,4. Voilà. Alors, sinon, vous faites la machine 0,4 puissance moins 1. Vous allez voir, hein, ça fait tout de suite ça. Je vais vous le montrer d'ailleurs sans calculatrice, comment on peut faire d'ailleurs. Donc, ça fait 1 divisé par 0,4 fois 0,4 puissance n. Alors, ça vaut combien sur 0,4? Bon, bah, ça vaut 10 sur 4 fois 0,4 puissance n. Et 10 sur 4, ça fait donc 5 demi, donc 2,5. Mais on peut laisser 5 demi. Voilà. Et après, bah, comme vous le multipliez ça par 2 tiers, vous aurez 2 tiers fois 5 demi. Les 2 disparaissent, il vous rester 5 tiers. Donc voilà, 5 tiers. Alors pour ceux qui font comme ça à la machine, hein, je vais vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, une calculatrice. Donc vous pouvez faire 0,4 puissance moins 1. Et ça faisait 2,5. Voilà, vous étiez sorti d'affaire. En fait, après vous faites 2,5. Voilà, et donc vous faites donc 2 tiers fois 2,5. Vous faites le produit 2 fois 2,5, ça faisait 5 tiers, et puis on était arrivé. Et après, que peut-on prévoir sur le long terme? On passe à la limite, tout simplement. Donc ici, on a un 0,4 qui est entre moins 1, donc ça tend vers 0. Il restait uniquement le 1 tiers, et c'était fini. Voilà. Donc, on a terminé cette analyse du sujet. Donc, bilan de ce qu'on peut dire. Pour moi, c'est pas trop dur. Il y a des exercices, par contre, qui contiennent des parties un petit peu difficiles, c'est vrai. Plus difficiles en tout cas que l'an dernier. Pas plus difficiles qu'il y a 2 ans, donc c'est peut-être ça aussi. Il faut avoir des bases, des repères. Peut-être vous êtes resté sur ces sujets un petit peu faciles. Alors, donc exercice 1, donc, vous voyez, on a dit, celui-là, la moitié est facile. Peut-être une petite moitié un peu plus difficile. Sujet de spécialité pas si simple que ça, là j'avoue, par rapport à d'habitude. Mais pour ceux qui vraiment étaient rentrés et comprenaient le principe, il n'y a pas de difficulté. Mais ce n'est pas le sujet le plus facile qu'on ait vu en spécialité, là, je vous le concède. Ensuite, les probabilités sans aucun problème. Voilà. Les fonctions partie A, partie B, c'est du cours. Vous en avez fait plein pendant l'année avec vos professeurs. Et partie C, un petit peu, pas forcément adapté à DES, à cause des conversions d'unités. Et puis aussi un petit peu la lassitude, l'exercice était peut-être un petit peu long. Il y avait plein de paramètres, il fallait faire x4, il fallait rajouter le dossier, convertir, voilà, ça c'était beaucoup. Et pour ceux qui faisaient non spécialité, un exercice de suite vraiment très classique. Voilà, donc j'en dirai pas plus, on va pas s'étaler. Voilà, cette vidéo est terminée en espérant que ça vous a un petit peu renseigné sur ce sujet, voilà. Et ça a un petit peu peut-être calmé toutes ces polémiques. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances en tout cas à tous.